Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi la composition de cette 230e feuille de match. Nous avons notre cher Vincent dans les buts et gardien des réseaux sociaux de la vidéo. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Ah, attends, je crois que j'ai une alerte but dans le casque. Il porte le numéro 22, il vient de marquer ce coup franc direct, c'est Camille Hermé. Magnifique. J'ai vu des choses que les yeux humains ne sont pas habitués à voir hier. Cet homme a fait 2 passes décisives ? Non, qu'une seule, parce que devant ils ont vendange. C'était juste un corner repris magistralement de la tête et un coup franc entre la surface qui a crucifié tout le monde. Est-ce que c'est pas lui l'homme qui nous manquerait au tête ? Peut-être. Je sais pas, en tout cas, reste en forme. Ouais. J'ai vraiment plaisir à voir. S'il n'y a pas des vendanges, je pense que je suis à 3 passes d'ess. Quel homme. Modeste, il m'a annoncé 4 tout à l'heure. C'est vrai. Je propose que dans le double, le siffle. Il joue au milieu de terrain ce soir. Il vient juste à peine d'arriver. Il a même pas pris l'apéro avec nous. C'est notre ami Nathan. Comment il va ? Eh ben ça va, super. Tout seul milieu de terrain ? Ouais, t'es tout seul ce soir. Ah ben, on dirait certains Vincent S. On peut te siffler aussi. Vous allez pouvoir me siffler aussi. Eh ben ça va très bien, écoute. En forme ? La grande forme. Il va jouer en défense ce soir. Wow. Parce que replacement tactique oblige notre ami Ben. Comment il va ? Écoute, on est là pour le jeu de tête surtout. Ça va très bien, on est prêt pour cette nouvelle émission et félicitations pour le but. Je suis ici en direct grâce à Vincent. Plus Sako, Bijou, élu homme du match pour moi en tout cas. De ce que j'ai vu, c'est magnifique. J'apprécie. Il va coacher tout ça, il va jouer même attaquant, on dirait Vincent sur ses plus belles heures. C'est notre ami Clément, comment il va ? Eh bien écoutez, très très bien messieurs, préparez-vous à une attaque stérile ce soir parce que c'est moi devant. On va pouvoir te siffler du coup ? Ouais, bien sûr. Allez, au programme, les actualités festives de Stade des jeunes, des féminines, un grand retour sur Toulouse-Metz, notre belle victoire 3-0, une preview Coupe de France avec Lee Wingate qu'on a reçu cet après-midi, ça sera en léger différé, on l'a enregistré cet après-midi à partir de 15h, on va vous diffuser tout ça. C'était super intéressant avec notre ami journaliste. Vous pouvez bien sûr réagir sur Twitter avec le hashtag F2MFoot ou sur notre compte F2MFoot sur Twitter, sur la vidéo Facebook Live de Radio Xtania ainsi que la feuille de match. Et sur le Twitch de la feuille de match, et restez bien avec nous parce qu'on vous annoncera aussi le grand gagnant de la place Capitole dès la fin de l'émission. Mon cher Vincent, qui c'est qui est connecté ce soir ? Qui c'est qu'on embrasse ? On a Matt qui vient de se connecter, qui nous fait salut sur Twitch. On a du monde sur Facebook. On a Romain, Fab. On a aussi Thierry qui sont en train de se connecter et qui nous salue. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. J'espère que vous allez passer une belle émission. Nous, en tout cas, c'est parti pour la 230e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer nos news, messieurs, dames, avec le trophée des champions qui se déroulera donc sûrement en Arabie Saoudite si les discussions se passent bien ou au Qatar. Donc ça sera le 3 janvier contre le Paris Saint-Germain. Vos avis sur ce match ? Le Qatar. Le Qatar ? Non, ouais. Moi j'avais vécu ça avec Montpellier pour le trophée des champions, ça avait été délocalisé aussi, je suis obligé. Et c'était pas pour la Coupe de France. Non, moi je trouve ça dommage parce que ça pourrait être une belle fête et on se retrouve à jouer. Je trouve ça très triste. Après, oui, je sais, il y a des enjeux, mais ça me rend dingue. Les enjeux, c'est très simple. Après, on le sait, on râle, mais on n'est pas bête. On le sait que c'est pour vendre les droits TV à l'étranger, avec des pays qui investissent dans nos régions, dans notre pays, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, blablabla. En attendant, ça casse les couilles. Et en plus, pour une fois, c'était pas un match amical de début de saison juste avant le championnat. Bon, au final, c'est le 3 janvier. Mais, mais ouais, je trouve ça dommage. Ouais. Content que ça se joue déjà, parce qu'on n'était même pas sûr de l'avoir cette année. Non, on n'était pas sûr de l'avoir cette année. On n'avait pas trop d'infos officielles. Ah si, normalement. Au final, tu peux jouer. Je trouve le moment de la saison là, de prendre le PSG au retour des vacances d'hiver. Là. Le PSG qui peut être un peu en rodage, comme on a eu en début de saison, ça peut être intéressant. Après, pour la délocalisation. J'aurais râlé, c'était en Thaïlande, je vais râler pareil parce que c'est en Arabie Saoudite ou au Qatar. On a une visibilité de la Ligue à l'étranger, c'est très bien. Ça s'exporte un peu, mais malheureusement, ça va pas déplacer les foules. Et je pense qu'on s'amusera plus au Danube. Ouais, non, bien sûr, mais voilà. Déjà, moi, le 3 janvier, donc t'es en retour de vacances, c'est une date qui est très bâtarde, 48 heures après le Nouvel An. T'as la Coupe de France le 7 janvier, qui est déjà pas une date. Tu voyages, c'est une semaine, on est d'accord. Ouais, c'est une date qui est un peu bâtarde aussi pour la reprise. Les organismes vont souffrir. C'est un mercredi en plus. Oui, c'est un mercredi. Tu fais un voyage en avion. Alors, il y en a un qui sur Twitter qui le disait, c'est cool parce qu'il n'y a qu'une heure de décalage. C'est sûr que c'est mieux que la Thaïlande. Franchement, je sais pas. Mais putain.
Ce trophée des champions, là, c'est l'Espagne qui avait lancé ça avec l'Arabie Saoudite, etc. À une époque, là, on délocalise tout le temps. Ils le font avec la Coupe d'Espagne maintenant. Non, mais faites-le dans un stade neutre en France. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, là, faut arrêter. Là, je suis d'accord. C'est comme les Tours de France là, qui démarrent de Danemark ou de Norvège. Non, ça respecte. De Tour de France, de Bulgarie, non, vas-y, c'est pareil. Enlève ce mot à ta bouche. C'est tout pour le pognon à chaque fois. Non, mais c'est relou. T'es pas obligé de le faire à Paris, tu le fais dans un autre stade de Ligue 1 ou enfin, tu peux le faire. À l'époque, ça se faisait comme ça. Ouais, ça se baladait. Ça se baladait. Ouais, donc il faut un passeport ou pas pour là-bas? Je sais pas, moi j'irai pas. Moi je serai au Danube, on commentera ça au Danube. On verra peut-être Siro soulever son premier trophée. Vraie question par contre, du coup, ça va être la Coupe de France qui est le week-end suivant. Alors je sais plus comment s'est passé les. Ah mais non, l'an dernier c'était pas. Non, c'est la première fois. C'est la première fois que c'est à tous les coups. On va être le match de Coupe de France, enfin avec Paris dimanche ou du lundi, parce qu'il y a aussi des matchs le lundi là maintenant. Paris sera dimanche soir, je pense. Ah, quoi que lundi, ils ont joué le lundi. Tu peux être le lundi. Même il y a quand même niveau équité, t'as un mercredi Toulouse. T'imagines. C'est dommage. Clément, t'as pas entendu sur le sujet? Bah écoute, rien à branler sur 20 à peu près pour vous situer. Non mais est-ce que c'est un trophée quand même? Il a un roue libre. Ouais, pour moi, ça compte. Pour moi, c'est un trophée. C'est un trophée un peu pas fictif, mais que tu peux quand même. C'est un trophée. On n'a pas de palmarès, ça remplit l'armoire. Non, mais attention, moi j'entends des Lyonnais dire on n'a pas gagné de trophée depuis 10 ans, c'était ce fameux trophée des champions. Donc, non, mais moi pour moi, si tu le gagnes, tu gagnes un trophée. Oui, bien sûr. Puis t'as battu Paris. Après, tu gagnes la confiance, un trophée en mousse un peu aussi quand même. Ouais, mais bon. Ouais, mais tu débutes pas ton année de la même manière. Coupe de Ligue et une trophée des champions, qu'est-ce que tu préfères? Trophée des champions cash. Non, mais tu débutes pas l'année de la même manière si tu. Trophée des champions, parce que le trophée des champions, ça veut dire que tu as gagné un titre l'année précédente. Oui, en effet. Ou que tu as fini deuxième du championnat. Oui. Parce que si Paris gagne les deux trucs. Ouais, c'est vrai. Paris ou notre équipe. Allez voir Camille à Saint-Pierre le 4 janvier pour voir s'il est pas content d'avoir gagné un trophée, je pense. Non, on célébrera pas ça. Mais non, mais le 3 janvier, je serai le plus heureux si on gagne le trophée. Et nous, on sera au Danube. De toute manière, on va commenter ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais putain. Ils font chier de tout délocaliser. Alors moi, on m'a traité de Rémi, qui vient tous les vendredis, enfin souvent les vendredis, m'a dit t'es un romantique. Bah ouais. Pour moi, le trophée des champions, ça doit jouer en France. Pas le trophée des champions, c'est les compétitions doivent se jouer dans la Ligue des Champions en Europe et le trophée des champions. Après, on connaît le contexte économique. Oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas une insulte romantique. Laura, c'est pas comme le dit que je suis romantique, c'est pas une insulte. Non, mais c'est l'occasion de remplir un stade. Tu te redéplaces comme tu as fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage. Ouais, puis de tous les pays, choisir l'Arabie Saoudite, moi ça me fait un peu mal. Ah, mais peut-être qu'ils ont mis de l'argent pour le match. Oui, non, mais clairement, mais je veux dire, va dans un pays où il y a un minimum de culture foot. L'Arabie Saoudite, c'est pas le pire, attention. Il y a une culture foot en Arabie Saoudite qui n'a pas forcément Qatar. Bien sûr, les stades sont remplis pour l'Arabie Saoudite. Pour le coup. Et qu'il y avait moins en Thaïlande aussi. Oui. Alors ça aussi, j'aurais eu le même discours pour la Thaïlande. Franchement, le lieu, c'est le fait de pas être en France. Il y a de très beaux stades en France qui sont vides actuellement. Il n'y a pas beaucoup de foot. Le Badminton Atlantique, par exemple, il aurait très bien pu accueillir un match de football. Le Groupama Stadium, mais ok, pourquoi pas. Comment? Le Groupama Stadium, non? Ouais, aussi. T'as pas? Ok. Ouais, si. On laisse descendre en Ligue 2 tranquillement et après on les cache l'année prochaine. Pourquoi pas pour couper la porte? Comment? En fait, tu vas de la moisson. Tu vas pas faire grand monde, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, en tout cas, ça se jouera le 3 janvier. Nous, on sera au Danube. On ira vous commenter ça. On sera tous très nombreuses pour aller vibrer autour du trophée des champions. On suivra ça de près quand on aura l'annonce officielle. Mon cher Vincent, qu'est-ce qui se passe jeudi? Est-ce que tu as des avis? Oui, pardon. Oui, il y a pas mal de réactions. Il y a combien de places? Un virage brise qui nous dit que Camille aurait préféré un trophée des champions en Aurillac. Ah bah non. J'aime pas le Cantal. Non, oui, c'est ta Fab qui nous dit pourquoi pas au Groenland aussi d'un cogné. C'est à quoi tirer. Ils ont pas d'argent. Que le terrain est impraticable aussi. Et non, ouais, c'est Thierry qui souligne le foot business. Pareil, les organismes, tu vas jouer dans des stades où il fait 30-35 degrés, tu vas taper de l'avion, je sais pas combien il y a d'heures pour y aller. Il a fait moins de 3 dans un stade de N2 ou N3. Tu reviens pour jouer Romorantin le week-end. C'est deuxième de coupe. C'est exactement ça. Tout le monde, tu te fais péter par Romorantin. Bien sûr, tu te feras taper. Bref, ça m'a traumatisé Romorantin. Je comprends. Voilà. C'est pas le seul, t'inquiète, il y en a plein des. Mon cher Vincent. Ce jeudi, TFC Lask, 29 000 places de vendues. Objectif guichet fermé pour ce retour de l'Europa League au stadium de la Coupe d'Europe en général. Nous avons fait gagner une place pour ce match en jeu concours. On vous donne le gagnant ou la gagnante à la fin de l'émission. Ça, c'est du teasing, messieurs, dames. Combien de places sur Twitter nous a dit qu'il restait que 1010 places à vendre? On va se diriger tranquillement vers les 30 000. On en parlera pour la preview tout à l'heure, mais bon, plaisir. C'est le retour de la Coupe d'Europe au stadium. Là, tant mieux.
désolé l'expression, moi j'ai déjà bandé il y a 2 semaines avec l'Union Saint-Gilloise au Danube, mais là j'attends ça avec impatience. Pourtant jeudi matin j'ai un rendez-vous qui est censé être plus important. J'avoue que c'est plus ce rendez-vous-là que j'attends le soir. Ça va être énorme. Ah non, ça va être ouf. Puis la dernière campagne d'Europa League, on n'avait pas beaucoup rempli le stadium. Non, c'était différent. C'était pas beaucoup dans le stade. stade. Là, c'est la dynamique aussi de la remontée du titre de la Coupe de France. C'était à peine 15 000. mais c'est super, quoi. C'est triste. C'est top. Et tu vas faire 30 000 pour les 3 normalement. Celui-là, c'est techniquement le moins prestigieux, donc oui. Il y a une plus grosse info qui vient de tomber si tu veux, Camille. Vas-y. C'est Squeak09 qui vient de reprendre un abonnement sur Prime, sur Twitch. N'hésitez pas à sub comme lui. Ça, c'est important. C'est la vraie nouvelle de la soirée. Un grand merci à lui et à tous ceux et celles qui le feront. Allez, plus que 150 et on pourra traverser. Le permis de construire a été déposé fin juin, messieurs. Ça y est, le centre d'entraînement va voir le jour potentiellement pour 2025-2026. Entre l'achat du bâtiment et les travaux, le coût total vaut à peu près un Shaibi. Donc 15 millions d'euros à peu près. Wow. Sur l'échelle Shaibi. Sur l'échelle Shaibi. Donc c'est un achat de biens de services qui vise à améliorer les performances futures d'une entreprise, donc le CAPEX. Beaucoup de projets autour de ça, de politique, etc. Comoli a dit, on a actuellement le centre d'entraînement le moins adéquat de tous les centres L1 et Ligue 2 confondus probablement. On met des rustines depuis qu'on est arrivé. On aménage beaucoup de choses mais pas suffisamment. L'enjeu général est d'avoir des infrastructures qui nous permettent d'aller dans le top 8 ou 6 en France. C'est beau. Oui. Avec un Olivier Jobert qui nous dit que d'ici 4-5 ans, on veut doubler aussi la valeur du club. On est dans du foot business pur et dur. Et en même temps, de la modernisation, les performances dont on doit passer. Meilleures, les joueurs s'entraîneront. Ça fera venir des joueurs aussi. Des jeunes de la région, voire d'un plus qui vont peut-être dans d'autres clubs de Ligue 1. Quand tu vois ça, ça fait cité. Je sais pas comment exactement, hélas. Je sais pas comment des mecs pros quand ils arrivent, tu dois te dire putain c'est ça les infrastructures de. C'est pas le pire. Oui, je trouve c'est pas. Après moi je trouve ça dur parce que Ligue 2 quand même, t'as des clubs, ça doit pas faire. Ça n'a jamais été réputé pour être un centre d'entraînement au top. Après on recrute des Norvégiens, des Serbo-Croates, ils savent pas ce que c'est un centre d'entraînement. Il est en forme. Le coach est en forme. En plus, il y a un petit côté Laurent Baffy là sur le dessus là qui brille. Et désolé. J'espère que je vous éblouis pas trop à travers la vitre. Tiens, tu vas te faire carrément. La lumière s'est cassée la gueule grâce à toi. Non, puis c'est con ce que je veux dire d'une manière économique, mais la pierre, le bâti, c'est toujours une valeur sûre et solide par rapport aux joueurs et aux clubs où ça peut se casser la gueule. Admettons, tu as un problème financier, c'est aussi des garanties d'avoir un bâti qui est valorisé. T'as raison. On enchaîne avec les prêtés, mon cher Vincent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos prêtés, ce week-end ? Ils ont joué sûrement. Attends, je prends la feuille, il va te répondre. Birman Sevic a joué 67 minutes en étant titulaire. Victoire 2-1. C'est quand même une bonne performance. Il est quand même sur un bon rythme depuis le début de la saison avec son équipe. Amolic, sa dernière apparition dans l'élite était le 1er octobre. Il avait disputé quasiment tout le match. 89 minutes avec le Vitesse contre le NEC. Succès 3-1. Il a délivré une passe décisive cette saison. Son prochain match de D1 hollandaise, ça sera donc, en tout cas pour son équipe, ça sera le réception de l'Excelsior le 7 octobre. Ils sont actuellement 13e avec 6 points. C'est toujours un petit peu compliqué niveau comptable pour cette équipe. Et vous pas mettre la vitesse supérieure. Il fallait la faire. Et nos autres prêtés, Hogg, ça se reprendra donc le 8 octobre et Fleming. Okay. Fleming, pas de nouvelles. Il n'est pas à trouver, donc il joue pas. Voilà. Il a la flemme. Non, vous l'avez pas, dommage. La préfo. La Fabrique Violette, merci de nous donner les infos. Les 14 ont battu 4-3. L'USJ Toulouse, l'UJS Toulouse. Les U15 ont battu Castanet 2-1. Les U16 ont battu Albi 2-0. La N2, qu'est-ce qu'ils vous ont fait la N2 ? Ils n'ont rien fait. Eh oui, c'était la Coupe de France. C'est la Coupe de France. Le prochain match samedi 7 contre Aubagne à 18h. Tu veux enchaîner peut-être ? Vas-y. Allez. Je vais enchaîner avec d'autres bonnes nouvelles puisque les U19 et les U17 ont tous les deux perdu. Les U19 ont perdu 2-0 contre Saint-Etienne. On est 8e actuellement. Prochain match ce vendredi contre le Gazélec d'Ajaccio à 20h. Les 17 ont perdu 2-1 contre Marseille. But de Matteo Mac. Direction Canet-Roussillon ce dimanche à 15h. On est dernier de cette poule. Ça se passe pas très bien malheureusement pour notre académie. On me glisse dans l'oreillette que Flemings a joué en fait, il a gagné 1-0. Il était même titulaire. Il joue 70 minutes. Et il a marqué. Voilà. Et il n'a pas marqué. Voilà. Mais je ne l'avais pas sur. Bon voilà, il a gagné 1-0. Vozdovac a gagné 1-0 contre le Novi Pazar. Bon, de toute façon, on s'en bat un peu les couilles de lui, il ne reviendra pas et puis il est nul. Allez, on enchaîne. Est-ce que tu peux couper mon montage ? Non, mais bon.
Autant l'année dernière, il y avait un intérêt des prêtés, autant là, Parog. On la fait pas la rubrique, ça t'intéresse pas. Si, on va la Erasmus faire, ça fait partie de nos joueurs. Birmancevic, il joue, il marque. C'était quand même très bien. On prenait des duels de Cerber, comme tu dis. Avant. Ouais. Est-ce que maintenant, on en parle de Cerber? Non, voilà. Tant mieux. Allez, on l'embrasse. La D3 féminine, belle victoire 4-2 de nos filles contre Cannes. Elles menaient 2-0, puis elles sont un petit peu relâchées. Et elles sont revenues à 2-2. Mais Célène Alton-Koulak, encore elle, est allée de son doublé pour emmener les Violettes à la victoire 4-2. Nous avons eu le coach par téléphone qui nous a dit gros match hier avec un bel adversaire, gros début de match de notre part avec un maximum d'efficacité, puis on a progressivement baissé un peu de pied pour laisser nos adversaires remettre le pied et remettre la tête à l'endroit. Grosse deuxième mi-temps de notre part avec une domination globale récompensée par les 2 buts de Célène. On reprend une dynamique positive et c'était important après le faux départ à Clermont avant de se déplacer à Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le TEF est dans le groupe de tête avec 2 victoires. Ils sont à 6 points. Les Lyon, Clermont et je ne sais plus qui sont à 9 points. 3 équipes, ouais. On lui a demandé ensuite comment il voyait un peu ce match face à Lyon, comment il l'abordait. Il nous a répondu que même si c'était une équipe réserve qui se présente face à nous, selon les week-ends et les redescentes, ça peut vite ressembler à une équipe de D2, parce qu'il y a une équipe de D3. Ça va être très costaud. On lui a bien demandé si Lyon ne pouvait pas monter. Il nous l'a confirmé, elles ne peuvent pas monter, mais elles ont tout ce qu'il faut pour finir première du groupe. Donc, vrai premier gros test pour les féminines la semaine prochaine avec la réserve lyonnaise, qui est vraiment une équipe pas bis, mais... ça doit faire descendre des joueurs de l'équipe première. Et puis ça fait monter aussi des équipes des jeunes, des U19 aussi. Ouais. Donc ça c'est compliqué. C'est là-bas, c'est à Lyon. C'est à Lyon, elle se déplace à Lyon. Donc voilà, il faudra, je pense, finir ou devant elle ou juste derrière elle si on veut espérer monter en D2. Le deuxième montera du coup si c'est Lyon première. En tout cas, ça fait plaisir, même si c'était délocalisé à Castelmont, qu'on n'a pas pu les voir au stadium. Elles ont fait une belle prestation avec une très belle victoire face à Cannes. Ça fait plaisir, bravo aux filles ainsi qu'à tout le staff technique. On va continuer de suivre ça de près en espérant que les horaires aussi Stadium Pro puissent nous permettre d'aller les voir parce que ça fait plaisir aussi à voir tout ça. Quoi. Puis là, il y a eu quelques matchs le samedi aussi, donc ça peut continuer à voir sur les 2 jours pour nous faire des week-ends bien remplis, des week-ends bien TFC. Exactement. Les U23 se déplaceront à Druel ce week-end, donc le samedi 7 à partir de 20h19. Qu'est-ce qu'elles ont fait à Clermont? Une branlée, hein. Victoire 5-0 contre Clermont, les Bruteurs. Donc on a Prévost, Lambert, Locuti, Bironien qui met un doublé. Donc recolle aussi sur les premières, même si on a les grosses équipes qui ont déjà pris une sacrée avance. Mais clairement, c'était l'équipe la plus mauvaise qui n'avait pas marqué, je crois, qui n'a pas marqué de but encore. Non. Et qui est dernière. Donc il fallait absolument les battre, surtout chez elle. Donc c'est fait. Donc prochain match, ce sera dimanche 15 octobre contre l'OM à 12h. D'ailleurs, Célène a marqué un doublé, mais Nivin et Coudon aussi ont marqué pour la D3. Je vais le préciser. On vous annonce tous les résultats, tout le calendrier de chaque vendredi ainsi que tous les résultats les lundis sur les réseaux de la feuille de match. N'hésitez pas à aller vous abonner. On va enchaîner avec la prestation face à Toulouse-Metz, mais restez bien avec nous aussi, parce qu'à la fin de l'émission, on vous annoncera le grand vainqueur aussi de la place Capitole. Mais maintenant, place à TFC Metz. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? C'est marrant, le jingle, il n'y a pas ce bruit-là. Tu sais, le tout premier bruit qu'on a entendu, je ne l'avais pas mis dans l'enregistrement. Je pensais qu'il en faisait partie tellement c'était parfait. Ah non, il y a eu un bug en régie. Il y a un bug en régie. Très bon. Santé, hein. À la vôtre. Allez, la composition de ce Tout Football Club. Je me crois au Danus, ça y est. Dans les buts. Dans les buts, numéro 50. Reste Dessler, Nicolaisen, Costa, Soiseau en défense avec Nicolaisen capitaine pour la 2e fois d'affilée. Caceres, Schmidt, Gelabert, Spearings au milieu de terrain, avec Donum, et Dalingra devant, sont rentrés en jeu Bangré, Begraoui, Siro, Magri, Mawissa. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les tribunes, messieurs, parce que il se passe de belles choses des fois en tribune, il n'y a pas que du négatif, et encore une fois, ce week-end, on a vu la belle amitié entre la BFS et les Messins qui ont été là, et aussi les Indians, puisqu'on a vu des banderoles communes ainsi que le clapping d'ensemble en hommage à Brice, avec un énorme hommage à Brice, un énorme clapping d'ailleurs. C'était beau. Le stade, je vais poser la question, est-ce que chez vous ça a clappé? Ça a clappé, et puis ça a vraiment suivi, ça faisait pas de bruit. Alors, c'était beau, ouais. Tout le monde a arrêté de parler pour se focaliser sur le clapping. C'est à ce moment-là que j'ai coupé les commentateurs d'Amazon quand j'ai vu qu'ils fermaient pas leur gueule et que parce que moi je t'avoue que j'ai bah, pas spécialement du coup fait gaffe à la télé. À ce moment-là, moi je les ai arrêtés parce que je m'en souviens.
Donc du coup, très belle chose, mais c'est surtout que la BFS a bâché aussi un parquage visiteur. On le sait qu'il y a une amitié entre la Roda et les BFS, aussi du coup par capillarité. Non, par pas par déduction. C'est le clasher là, c'est ça Bon, bref, je perds. Mais t'es surtout pas. Non, moi je clash Clément. Je vois pas ce que mais tu veux si dire. tu sais, genre bon. Bref. Oui, par merde. Par intérêt, c'est pas le bon terme. Voilà. Non, avec mais les Indians aussi. Il faut aller là-bas Genre, aussi, je suis devenu pote avec Camille et du coup ça découlait que je suis devenu pote avec toi aussi. Non. Allez, on enchaîne. Tu valides ou pas du tout? C'est pas grave. La pas ça que BFS ça a s'est bâché, passé, mais depuis oui. il y a une amitié aussi avec les Indians, mais c'est surtout la BFS qui est là. Et la Roda a mis une très belle bâche aussi en Des hommage fouteux, faut pas non plus en à Brice. Ça fait plaisir, c'est beau. Je sais aussi par info. Et vachement relayé par les médias, c'est super. Hein. Je sais, justement, j'allais dire, je sais qu'ils sont allés boire un coup après ensemble, etc. La bâche était même été affichée en sortant du stadium par la Roda. Voilà, il y en a plein qui se sont félicités de tout ça. Alors plein qui je pense qu'ils ne connaissent pas aussi cette amitié-là, mais elle existe depuis un bon moment. Là, il y a 2 ans, clairement, les Toulousains étaient en parkage avec les Messins. Genre, ils ont fait un parkage commun avec une bâche commune, etc. Donc voilà, c'est dommage qu'on ne mette pas ça en avant dans les médias parce que on parle de fumigène, d'attentats, d'attouchements et de supporters dangereux. Ça, ils aiment bien, ça leur fait du papier. Mais quand il y a des belles choses, on ne le dit pas. Donc nous, on félicite. D'ailleurs, Alex a aussi applaudi le parkage extérieur qui a applaudi aussi. Enfin voilà, tout le monde s'est applaudi. Mais voilà, ça fait plaisir. C'est ça aussi le foot. Ça agréable aussi des matchs comme ça. C'est très clairement. Et c'est cool. Le lancer de gobelets aussi, tu vas en parler peut-être? Parce qu'on a Olivier qui nous dit que Camille arrête de lancer des gobelets en tribune. Donc apparemment, tu as été vu en train de. J'en ai. Non, si, j'avoue, j'en ai lancé 2 ou 3, ouais. Mais j'étais plus avec mon drapeau, moi, dimanche. Camille se répare facilement, il a un drapeau maintenant. Ouais. Et les gobelets. Mais non, c'est ce que je disais. Alors, on va y venir après. Et pendant le match, moi à l'époque, j'avais toujours un drapeau. On était 50 pélos en virage. Maintenant, là, pour avoir un drapeau, faut se batailler corps et âme. Je peux te dire que j'en ai attrapé un dimanche à la 5e minute, je l'ai plus lâché du match. Mais au moins, ça met de belles images dans la tribune. Ça, c'est vrai. Ouais. Et mon bras s'en souvient encore aussi. Mais c'était pas les gros, parce que les gros, j'avoue, putain, je leur laisse. Le match, première 20 minutes difficile, puis une pause fraîcheur qui arrive, et le déclic. Le déclic avec une. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces bouteilles d'eau? C'est la même pause toilette que Djokovic pendant les tournois de tennis. Il part, il met 2-7, il revient en 4-3. Une belle offrande de Donum sur Schmidt pour l'ouverture du score. Dalingra viendra doubler la mise avec un but d'Alinguesque sur un centre de Dessler. Et Magri finira le travail en seconde mi-temps sur une passe décisive de Mamadi Messi Bangré. Vos avis sur ce match, messieurs? On va commencer par Nathan, tiens. Alors, je suis rassuré. Je voulais. Je suis rassuré. Je voulais un match référence que je n'ai pas totalement eu. Mais dans l'ensemble, ça me prouve que cette équipe, elle est capable de faire des choses. J'ai retrouvé des choses, des mouvements, notamment sur le premier but, où il y a un vrai mouvement offensif avec des joueurs dans la surface. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé à au moins 4 ou 5 joueurs dans la surface, qui plus est des milieux de terrain, qu'on voyait l'an dernier avec du Jagereux, avec du Spearings qui peut être amené à monter aussi. Là, on avait quand même Schmidt, Donum, Dalinga dans la surface. On avait quand même, en avançant, pour initier l'action, pardon. Il y avait eu Soiseau, Caceres qui avait bien combiné. Donc j'ai retrouvé des mouvements qui m'avaient plu. Comme tu l'as dit aussi, il y a eu ces 20 premières minutes. On s'est tous foutus de ma gueule à la fin du match à me dire 3-0, 3-0. Je pense qu'à la 1 minute 20, il peut y avoir un 0. Oui, à la 25e minute, je pense que tout le monde pensait au 0-0 que j'avais. La pause fraîcheur fait du bien. Ouais. Voilà. On en a parlé avec Clément pendant le match. La pause fraîcheur a fait du bien. J'ai vraiment eu peur, moi, sur les 25 premières minutes, parce que Metz n'a pas été inexistant et a même joué. Ouais, on avait la possession, mais ils ont quand même joué, ils sont montés haut. Ils ont eu la plus grosse occasion. Ils doivent marquer sur la première occasion qu'ils ont. Et puis là, ils te mettent dans le doute. Et sur les 25 premières minutes, effectivement, Metz était venu là pour jouer. Donc après, par la suite, moi j'ai vu des choses qui m'ont plu. On a vu. C'est trop tôt pour se prononcer, mais je trouve l'apport de Spearings fait que ça libère des joueurs comme Schmidt ou Caceres qui n'hésitaient pas à aller plus haut, à casser quelques lignes. Donc j'ai bien aimé que Novell aussi revienne un peu à un système un peu plus pragmatique avec son 4-3-3. Moi j'ai vu un 4-3-3, d'autres ont vu un 4-2-3-1. Un peu de basse, ouais. Non. De là où j'étais, j'ai vu un Spearings un peu plus reculé. Ils vont côté, oublie pas. À poste, alors moi, sur le direct,
Je ne savais pas. J'ai demandé à Clément, il ne savait pas. J'ai demandé à Ben par message à la télé, je ne savais pas. Je vous ai demandé sur le groupe, personne ne savait. Enfin, si, toi, tu as dit 4-3. Mon replay, ce que je vois, c'est un 4-2-3-1 avec un Gelabert qui, de base, est milieu gauche, mais Caceres aussi a joué à gauche. Schmitt a joué à gauche. En fait, il n'y avait pas d'ailier gauche. Celui qui prenait l'option pouvait y aller. Quoi. C'était un poste un peu libre, alors qu'à droite, tu as Donum qui était à droite. Exactement. Lui, mais à gauche, c'était très hybride. Électron libre, un peu Gelabert aussi. Un peu un genre Rowe à l'époque. On y reviendra après sur le système, pardon, je t'ai coupé. Voilà. Mais non, j'ai trouvé l'apport de Spearings. Bon, je sais pas. Mais on n'a pas hésité à jouer plus haut. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué aussi haut, quoi. En récupérant, en se projetant vers l'avant. Voilà. Donc rassuré. Faut faire attention parce que voilà, je vois beaucoup d'enflammades. On sait comment ça va. Ça va vite dans un sens, ça va vite dans l'autre. Il a fallu cette victoire. Il a fallu. La manière, elle y a été plus ou moins. Mais voilà, comptablement, on se rassure. C'est un match référence pour toi ? Pas forcément. Le match référence, je te le jugerai sur la série qu'on va avoir entre LASK, Brest, Reims et Montpellier, qui sont pour moi des adversaires d'un calibre similaire, quoi. Donc Metz, je veux pas leur tirer dessus, mais voilà, pour moi c'était quand même un ton en dessous et j'attends de voir face à des adversaires. C'est un promu après, c'est normal que c'est un ton dessus, il y a rien de plus. Oui, non mais bien sûr, mais après j'attends juste de voir. L'an dernier on disait qu'il n'y avait pas une équipe qui jouait, c'était pas le championnat, mais eux ça n'est pas, c'est le championnat en dessous. Pour moi, l'an dernier il y avait une Ligue 1 à 3 vitesses, on en a peut-être 4, et pour moi on est entre la 2 et la 3e. Et Metz c'est quand même en dessous. Et donc j'attends de voir. Brest sera pour moi aussi attention Brest. Le prochain match à domicile, le Reims à domicile. On verra vraiment cette équipe-là. Ton avis, toi, mon cher. Alors, rassurant, oui. Parce que comptablement, quand on voit que derrière Montpellier gagne, donc les deux équipes se suivent et montent, t'as Lorient qui traîne un peu, t'as Metz juste devant. Je pense qu'il était très très important de gagner parce que déjà, ça évite que Metz prenne trop de points non plus. Après, oui, les 20 premières minutes, ça a été compliqué. La pause fraîcheur a été. C'est totalement le côté Djokovic. Tu ressors avec. On dirait que c'est une autre équipe qui est rentrée sur le terrain. Le but te fait beaucoup de bien et je trouve que tu as complètement libéré. C'est-à-dire que tu as joué, tu t'es projeté, tu as bien combiné. Moi, j'ai trouvé que j'avais peur d'une purge et finalement, le match m'a bien plu. Deuxième mi-temps, un peu plus compliqué, mais tu as mis les buts quand il fallait. Je trouve que tu étais bon. Reste, tu as encore fait un bon match. D'entrée de match, voilà. À la fin, il te garde bien le clean sheet aussi. Non, rassurant. Et on va voir ce que ça donne jeudi face à une équipe d'un autre calibre, ça c'est sûr. Qui, elle, a perdu à Liverpool. On va venir avec les Crocs aussi. Donc, à voir comment toi tu gères. Tu n'auras pas Spearings, je ne sais pas quel compo va être aligné aussi, on va voir. Non, après ça. Mais voilà, donc on va voir, c'est bien, fallait gagner, très important. Tu gagnais avec la manière 3-0, je pense que tout le monde repart content. Mais bon, voilà, c'était Metz, on va voir là, l'enchaînement LASK-Brest va être très important, parce que Brest, attention, certes c'est Brest, mais il faut un bon début de saison, attention. Ouais, content du match. Je pense vraiment que c'est une stratégie mise en place par le coach de pas forcément laisser le jeu parce qu'encore une fois les deux équipes ont joué, on l'a bien vu, mais ça aussi a eu ses occasions, mais d'installer en tout cas un rythme où on se dépense pas forcément trop, où on surjoue pas et mettre une énorme intensité de très haut niveau sur les après post fraîcheur. Parce que je pense qu'avec un match aussi chaud pour les deux équipes bien sûr, il fallait quand même se ménager. C'est pas le même match même si tu as 5 changements qu'un match à 20 degrés. Donc je pense qu'ils ont vraiment économisé les effectifs et que du coup c'est un petit peu que Metz ou peut-être qu'ils ont moins de caisse physique aussi par rapport aux Toulousains. Il y a beaucoup d'intelligence sur ce match, c'est ce qui m'a plu, des belles combinaisons. On voit qu'il y a des joueurs qui se trouvent et assez facilement. Donum c'est vraiment une révélation. Puis on a vu qu'il prenait la confiance petit à petit, puis aussi la communion avec le public. Puis il est dans une position où franchement il a même plus tenté de tirer sur la passe dès qu'il met. Pour moi il lui offre le but, c'est un peu une passe décisive. On en connaît un qui aurait frappé. Tu parles de qui? Moi. Pardon, moi j'aurais frappé. Et un autre gauche. Je l'ai dit au stade, j'ai dit moi j'aurais frappé. Et franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué des points, mais surtout pour eux qui sont mis en confiance et mentalement. Wadalinga qui marque, c'est un déclic aussi. Magri qui montre aussi qu'il ne faut pas 50 occasions pour marquer. Ça, c'est important d'avoir des joueurs qui marquent sur peu d'occasions. Ah, puis Magri, il met un sacré but. Parce que pivot, il frappe de fou. Il y va. Donc, c'est beaucoup de positif. Après, est-ce que c'est un match référence? Je ne pense pas, parce que j'ai malheureusement peur que la faiblesse d'adversaires entre aussi en jeu. Alors, on aurait gagné 3-0 chez eux, fait ce match-là, peut-être. Oui. Mais le 3-0 à la maison, vu les conditions, pour moi, c'est un bon match qu'il fallait faire à ce moment-là. Puis juste, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que tu n'avais pas gagné au Stadium de février aussi. Donc c'était très important de gagner. Très important.
Ouais, je vais pas inventer grand-chose par rapport à ce qui a été dit, mais c'est une victoire qui fait plaisir. On a enfin vu un minimum de jeu, une équipe qui allait un minimum de l'avant. Vous l'avez dit, des belles combinaisons. Moi, j'ai beaucoup aimé l'association Dessler-Donum sur le côté droit. Je trouve que vraiment, pour des mecs qui n'ont pas non plus 50 matchs l'un avec l'autre, c'est assez prometteur. Et puis, c'était bien. Ça fait un peu peur en début de match, en effet, mais après, on a quand même maîtrisé. Mais je ne veux pas non plus parler de match référence, parce qu'en effet, Metz, hormis les 20 premières minutes et une ou deux fois en seconde mi-temps, ils n'ont quand même pas non plus fait forcer notre talent. On n'a pas été mis en danger beaucoup. C'est bien de repartir avec le clean sheet aussi. Reste sur une belle parade sur corner à la fin notamment. Oui. Mais j'ai trouvé l'équipe rassurante. Et je trouve que c'est ce qu'il nous fallait à ce moment-là de la saison. J'ajoute avant les commentaires, ce que je vous disais tout à l'heure en off, c'est que pour moi la plus belle action du match et qui symbolise aussi ce que le TFC sait faire et ce que le TFC doit faire, c'est cette tête de Dalinga qui est magnifiquement sauvée par Okidja, où la construction de l'action est magnifique. Et que vraiment ce but-là, la finition méritait mieux. S'il y ait ce but, franchement, c'est peut-être même des buts de la saison pour le côté toulousain. Pour le coup, on marque en plus vraiment de jolis buts. Les deux premiers, c'est vraiment de belles actions avec petit décalage, centre en retrait, etc. Dessler, on va en reparler, mais qui fait un appel stratosphérique sur le deuxième but. Chouchou. Je suis pas objectif sur Dessler, j'avoue. Mais non, c'était vraiment bien au niveau de la qualité de jeu et c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la saison. On s'est pas vraiment régalé. Donc ça faisait plaisir pour une fois. Et en plus, grosse ambiance au stadium qui faisait plaisir également. Ouais, les réactions sur les réseaux, du coup on a Thierry qui nous dit on a eu du bol de ne pas prendre de but dans les 20 premières minutes, après c'était pas mal, par contre on ne joue pas en seconde. Pour Squeak 09, deuxième mi-temps quasi identique, les 15 premières minutes très poussives, ensuite une quasi totale domination, gros match de Noum je trouve. Pour Fab, rassuré, j'ai vu un super match, je craignais seulement qu'en début de seconde mi-temps il nous fasse comme contre Clermont avec un petit relâchement, une ambiance magnifique avec cet mouvement, avec cet hommage émouvant à Brice. Le point négatif, on y reviendra je pense tout à l'heure, c'est les sifflets contre Siro. Romain qui nous dit ils ont mis 25 à 30 minutes pour rentrer dans le match, puis 15 minutes où ils ont pris l'ascendant sur Metz. Deuxième, ils ont géré, ils ont laissé venir Metz jusqu'au gilet but de Magri. Lucas nous dit on joue clairement mieux avec un 6 récupérateur. Merci au président d'avoir laissé le coach expérimenter un double pivot avec des joueurs pas faits pour ça, pour au final nous trouver un 6 qui ne peut pas jouer toutes les compétitions. C'est un petit message pour Spearing. Sacchigno qui nous dit un régal en tribune ce match malgré la météo capricieuse avec les 35 degrés et la pluie de gobelets. Non, je voulais dire par rapport à la gestion de la mi-temps, on a dit on aurait pu se faire peur. Je trouve, je rejoins assez Vincent sur cette gestion-là, quoi. J'avais peur justement qu'on laisse le ballon à Metz sur cette deuxième mi-temps. Et au final, on l'a mené. On a géré, on ne s'est pas procuré énormément d'occasions, mais on a décidé de garder le pied sur le ballon. C'est ça que je retiens, quoi. En étant plus juste en seconde mi-temps, on peut mettre un but ou même voire peut-être même deux de plus. Mais on s'est pas fait peur et on n'a pas fait l'erreur qui nous a coûté les 2 points contre Clermont. Donc je trouve que ça a été mieux géré. Juste deux avis supplémentaires. Matt qui nous dit meilleur match en attaque, c'était pas compliqué, mais de belles actions à la tête d'Anlinga sur le centre de Soiseau, de la volonté du pressing, une envie d'aller de l'avant et de la technique au milieu. Il cite Schmitt et Gelabert. Thierry qui dit quand même notre gros problème en ce moment, c'est les passes manquées selon lui. Et pour terminer, Nasser Kin qui nous dit on a marqué sur des faits de jeu et pas sur des coups de pied arrêtés, c'était bon ça. Sur les passes manquées, je rejoins et en même temps c'est la prise de risque de tes passes qui fait que tu as du déchet aussi. Et je pense que ce qu'on a produit dimanche, tu as essayé de le produire à Marseille, mais face à une équipe de meilleure qualité, tu n'as pas eu les mêmes résultats. Et puis là, le premier but, on va pas se mentir, il nous délivre. Genre, c'est plus la même équipe. Il te soulage. Tu prends le but déjà d'entrée et c'est pas le même match, mais ce but-là, il te waouh. Et là, tu lâches les chevaux et je crois que tu fais 11 tirs en première mi-temps, c'est un record. Et puis rien que le but de Dalinga, pour moi, c'est un but à la Dalinga. C'est du mec, un mec de confiance aussi. Mec de surface. Ouais. Je veux dire, ça fait 13 matchs qu'il marque pas, mais il met quand même le geste juste. Mais après, il se dépense. Après, là, forcément, tu jouais plus haut, tu as joué dans la surface. C'est un mec de surface. Quand tu joues comme contre Lens à 50 mètres, le pauvre, je pense qu'il a peut-être été critiqué, mais je pense à tort, et c'est pas le seul coupable du fait qu'il marque pas. Là, tu as un match pour lui, il met un but super, l'appel est bon, il est dans le timing, il bouffe Ukidja sur l'envie, quoi. Franchement, top. Mais t'as joué dans la surface pour une fois. Pour moi, toi tu as bien 4 heures. Pour moi, c'est un 4-2-3-1 qu'on voyait avec Casares et ce côté gauche un peu bâtard là. Il y en a un qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis le début, mais Casares, c'est monstrueux le match qu'il fait à la récupération. Il est partout. Parce qu'il a plus de liberté, il a
plus se projeter vers l'avant aussi. Mais parce qu'il a un copain à côté de lui qui s'appelle Stan Spirin qui lui dit vas-y mon copain, moi je reste et toi tu peux y aller. Ça c'est sûr, ça doit le libérer. Ça vous rappelle rien l'année dernière avec un certain si, bien sûr. Qui pouvait jouer dans un pied. Il sublime ses partenaires en restant là où il est, en permettant aux autres de jouer plus haut. Bon, ce côté de gaucher là, Carles nous a inventé un petit point tactique, mais pour le coup ça a marché et dans les notes que j'ai mis, je pense que c'était ultra hybride, mais ce qui a permis à nos latéraux, Chouchou à droite et Soiseau à gauche. Chouchou aussi. Chouchou aussi mais je sais que c'est Chouchou vraiment là-bas pour Clément. Je l'aime bien aussi, mais je suis pas amoureux d'Esler, je suis amoureux. Ouais. Mais ils ont été très offensifs, très haut d'ailleurs. Dessler est passeur décisif, Soiseau doit presque l'être aussi. Et c'était vraiment intéressant ce schéma où Gélabert la rentre beaucoup dans l'axe. Moi, j'ai vraiment cru à mon oeil dans le 4-4 de Losange. On en avait parlé vendredi. Ça ressemblait vraiment à ça avec un Gélabert qui était très axial et tout. Mais pas du tout. Mais dans cette animation, en fait, je pense, cette année, en tout cas depuis le début que je vois cet effet-là de Carles, c'est que la composition, en fait, ça veut rien dire. Après, les blessures font que aussi. Non, mais même, ton schéma tactique, il veut rien dire. Il est ultra hybride. Oui, ça bouge. Ça doit bouger. Tu combles les espaces, tu vas là où il n'y a personne. Oui, bien sûr, donc, ça, je suis d'accord. Mais tu laisses toujours ta place au couloir, c'est-à-dire que si ça part côté gauche, côté droit, il est un peu plus bas. Si ça part côté droit, côté gauche, c'est un peu plus bas. Mais il y a vraiment un petit décalage qui est fait pour que les latéraux puissent rentrer. On n'a jamais eu les deux à la fois, c'est logique, mais il y a quand même beaucoup plus de place. Ça se marchait pas dessus comme ça avait pu être le cas sur d'autres matchs. Et nos latéraux rentrent beaucoup à l'intérieur aussi. Guardiola le fait beaucoup, alors tout pour s'en garder. Mais nos latéraux rentrent beaucoup à l'intérieur du jeu aussi. Attention. Donc et je pense que je rejoins notre ami Fred qu'on embrasse et qui est pas là ce soir, qui est en déplacement à Paris, qui nous dit que Carles, c'est un intellectuel du foot qui met beaucoup de théorie, que ça va prendre du temps, parce que tout le monde comprenne ce qu'il veut. Et là, sur ce match-là, on a vu des bouts de je pense que ce qu'il peut proposer. Ça sera pas comme ça tous les week-ends, je vais pas vous mentir. Mais au moins, on a vu quelque chose d'intéressant et qui ressemble à un TFC conquérant qu'on a envie de voir. Et on a vu un TFC conquérant, et ça fait plaisir. Après, moi, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner contre une opposition quand même un peu plus flamboyante, qui joue un peu plus. Bah, tu l'as vu, hein, Lens. Ouais, mais vraiment, si on joue à ce niveau-là, quoi. Parce que par exemple, en effet, Soiseau fait un bon match, mais je trouve que par moment, il était peut-être un peu esselé. Un peu plus de mal à combiner que Dessler de l'autre côté. Parce que Donum était plus proche de lui aussi. Oui, Donum, mais lui reste à la ligne comparé à Di gauche qui est totalement. Je me dis que contre une équipe qui est plutôt bonne sur le côté, ça peut être compliqué pour lui d'apporter quelque chose offensivement. Aaron Donum, vous avez pensé quoi là sur ce match-là? Moi, je peux attaquer parce que je pense être le plus, pas négatif, mais le plus mesuré. Moi, je l'ai trouvé un peu lourd au début. Et son action où il donne l'offrande, je trouve que ça l'a libéré. Ça lui a fait du bien aussi. Alors peut-être qu'il avait besoin de stats, je sais pas. Moi, ses entrées depuis le début ne m'avaient pas convaincu. Là, il a commencé à faire, donc il a eu la confiance. J'ai trouvé que ça allait. Après, moi, j'attends de revoir. Pour l'instant, moi, j'attends de revoir. Je suis pas dans le train, quoi. Non, j'attends. Je suis d'accord. C'est une forme de déclic. Après, c'est normal. Tu arrives. Oui, bien sûr. C'est moi que t'es pas là. T'as besoin de marquer, passer. C'est toujours un moment important. Peut-être encore plus que. Même passé, je pense que ça fait plus de bien que s'il avait marqué sur cette action-là. Ah oui, c'est sûr. C'est un but, il l'offre, il lui dit tiens, vas-y, je t'en prie. C'est prouve qu'il est au sens du collectif aussi. Exactement. Ça, c'est vrai. C'est sans doute son meilleur match. En même temps, il est impossible de comparer ça. Et moi, je pense que ça offre une solution de plus aussi. Un gars en confiance. Je pense qu'il débutera jeudi. Hein. Oui. Vu le match qu'il a fait, il va être. Vu qu'on a des ailiers interchangeables, c'est quand même bien aussi d'avoir quelques repères. Ouais. Moi, je fais mon mea culpa. Aaron, si tu m'écoutes. Un peu. Non, parce que sur le groupe, je disais que ça manquait de mouvement, quoi. Alors que oui, il a été un peu lourd au début. Au début, et après, effectivement, ça l'a libéré. Moi, j'avais vraiment peur, et je me suis dit, il va frapper, il va nous mettre une mine à côté. Et au final, ça m'a prouvé aussi que le mec est au service du collectif, qu'il est intelligent dans le jeu aussi, parce qu'il faut la mettre. Il faut avoir à ce moment-là l'idée de la remettre, la vista de la remettre. Il a moins montré son côté buffle. Ouais. Et il a montré aussi que techniquement, ça pouvait être un joueur intéressant. Moi, j'avais des gros doutes quand on l'a vu arriver. Moi, je me suis dit que ça pouvait être le flop. J'espère qu'il va me faire mentir sur la durée. Donc voilà. Thijs Dallinga qui met son but et qui met un vrai but à la Dallinga, j'ai envie de dire. Ça aussi, est-ce que ce serait pas le déclic peut-être pour notre attaquant? Il a besoin. C'est l'attaquant, ça marche à la confiance. C'est comme comme d'autres qui ont eu des creux. Tu marques un but, ça redémarre. Tout attaquant a des creux. Puis là, encore une fois, si tu continues à jouer dans la surface, il marquera. Voilà, déclic, si tu joues à 50 mètres, il marquera pas. Voilà. C'est logique pour lui. Mais j'espère que jeudi, tu vas jouer haut et il va pouvoir te mettre des buts. Et tant mieux pour lui. Moi, je trouve que c'est un super joueur.
Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir recruté un profil un peu différent aussi avec Magri. Oui, justement, peut lui permettre de souffler aussi. Très belle transition, mon cher Clément, c'est que en deuxième mi-temps, on a un peu plus géré le match, on va pas se mentir. Même Carles dans ses changements, il a complètement géré le match avec l'entrée du petit Mawissa, d'ailleurs, ça fait très plaisir de le voir en pro. Même si latéral droit, c'est absolument pas son poste, il faut pas le juger sur ça. Mais nos rentrants nous ont fait du bien parce que le but, c'est Begraoui pour Bangré pour Magri, et la seule tir cadré du match, c'est un but. Et avec un Franck Magri qui, encore une fois, stat, parce que mine de rien, le petit Francky là, il stat chaque semaine, et en plus, il fait du bien quand tu le fais jouer devant, il fait du bien quand tu le fais jouer même à gauche. Le mec, il est là. Et moi, vous connaissez mon principe. Le foot, ça se joue plus à 11. Ça se joue à 15 maintenant avec les 5 changements. Enfin, 16, pardon. Et on a besoin de tout le monde. Et les fameux finishers, comme vous pouvez l'appeler Christophe Galtier l'année dernière au PSG, c'est un peu ça. On a des finishers. Et là, typiquement, Magri. On avait besoin de ces profils en fin de match. Dans un match qu'on maîtrisait, on n'avait pas beaucoup d'occasions. On avait besoin de s'enfrer, de mouvement. Et même Begraoui, l'entrée qu'il fait 2 fois sur son côté gauche. Après, j'ai pas revu le match, je me dis, est-ce qu'il aurait pu mieux faire, je sais pas. Mais je sais que 2 fois sur son côté gauche. Il va falloir qu'il la mette. Oui. Mais ça crée du mouvement aussi. Forcément, on parle toujours de déclic. Bon, le déclic, ça fait 2 ans qu'il doit arriver. Mais non, c'est un joueur aussi qui crée du mouvement. Magri, la vista qu'il a de contrôler, se retourner. Je ne suis pas sûr qu'il rate le but au moment de c'est une frappe. Moi, j'avoue que sur le direct au stade, je m'attendais pas à ce qu'il frappe. Il fait un mouvement. Il se déplace. Avec toi, moi, j'ai pas vu le but. Mais on a besoin de joueurs comme ça, un petit peu de joueurs spontanés. Il a l'instinct totalement sur le but. Ouais. Un Daliga, on l'imagine peu faire ça parce que c'est de profils totalement différents. Mais voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de solutions offensives. Ouais. Je suis d'accord. La petite stat, c'est on fait 634 passes, eux, ils en font 305. Donc on leur a mis le double de passes, donc on a vraiment bien eu la possession, on les a bien embêtés. On a su quoi en faire aussi, même si dans la première minute on s'est fait un peu peur. Mais c'est surtout, moi je mets en lumière les 3 arrêts de reste, dont la dernière, Clément l'a souligné tout à l'heure, où sur le corner, et il la prend pas. Et encore une fois, notre ami Guillaume Rest, il fait une belle presta parce qu'il n'a pas grand chose à faire, mais il le fait bien. Et on prend pas de but. Et ça, je trouve que c'est super important avant la Coupe d'Europe. Et tout. Même au-delà, j'irai au-delà, parce que là, on a une Ligue 1 qui est quand même ultra serrée. Donc là, vraiment, peut-être plus que d'autres années, chaque but compte. Parce qu'au final, quand on voit le classement, on est quand même 4 équipes à 9 points. Ouais. Et donc, quand tu vois que tu es Marseille à -2 et nous, on est avec un petit +1, tu sais que c'est des équipes qui vont sûrement passer devant, qui vont se faire rattraper. Donc ça va vraiment compter à la fin le goal à virage. Vos top, messieurs. Vas-y, je laisse l'honneur. Pas de la fois. Alors en top, la post fraîcheur. J'ai trouvé qu'il a vraiment tout changé. Dalinga, et je mettrais Dessler parce que Dessler il fait beaucoup de bien encore une fois. Dans le top, je vais être assez généraliste, je vais mettre l'animation offensive. Après, s'il faut ressortir un profil, Dessler. Le côté droit qui m'a bien plu. Qui m'a bien plu. La fin de seconde mi-temps, de première mi-temps du côté droit, Donum, Dessler. On sent qu'il peut y avoir d'automatisme et ça peut être intéressant. On a Matt qui nous dit Schmidt, Dessler et Donum en top. Serkin qui dit Carles Novel en top. Attendez que j'en retrouve d'autres. On a Romain qui nous dit pour lui, il y en a beaucoup. Il dirait Dessler, Caceres, Rest et Magri pour son joli but. Et on a aussi, du coup, Serkin qui nous dit aussi le parcage, l'Armitier, Horda, BFS. Caceres, pour moi, il faut. Bref, Clem. Moi j'avais Dessler, Donum et je mettrais aussi Spearings parce que tu sens qu'il a apporté quand même. Même s'il fait peut-être pas le match de l'année, mais tu sens que le fait qu'il soit là rassure un peu tout le monde. Vos flops, avant que tout le monde donne ses flops, Clément il a un gros coup de gueule à passer ce soir. Je pense qu'on va tous s'unir derrière lui en énorme soutien à tout ce qu'il va dire derrière. Moi je voulais revenir sur malheureusement les sifflets pour Vincent Sierot lorsqu'il est rentré à quoi 25-30 minutes de la fin. Ouais, 60e à peu près. Ouais. Moi ça m'a vraiment énervé, ça m'a mis en colère parce que je trouve que c'est ridicule, ça ne sert à rien et tu viens flinguer un mec qui est déjà quand même pas au top, il a perdu son brassard, il a perdu sa place de titulaire. Brassard qu'il a vraiment perdu parce qu'il l'a pas récupéré quand il est rentré. Apparemment, ouais. Ouais, mais à voir si quand il débute jeudi, je sais pas. Un capitaine, normalement, quand t'es capitaine. T'as raison. Enfin, bref. Mais je me suis fait la remarque lors du replay. Oui, moi aussi, je l'ai vu, mais je me suis dit, je sais pas. Mais du coup, je comprends pas l'effet recherché par les gens qui ont sifflé parce que ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. On est en train de gagner, il y a une super ambiance au stade, il y a une belle communion entre l'équipe et le public, et tu viens pourrir un mec qui a rien demandé, qui juste. C'est pas lui qui a décidé de rentrer, c'est le coach qui le fait rentrer. Tu vois, donc ça veut dire que aussi le coach compte sur lui. Enfin,
Et je sais pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait qu'est-ce qu'ils veulent les anti-Siro, parce que le mec est sorti de l'équipe, le mec est plus capitaine. Il rentre, en plus pour le coup il fait une bonne rentrée. On en a parlé avant l'émission, par exemple il fait une super récupération sur laquelle on suit une fois absolument pas rien du inexistante derrière, ça peut faire but. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, je comprends pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on le pende en place publique par les couilles. Je sais pas. Vraiment, je comprends pas. Moi, à mon avis, c'est juste qu'en fait, il a perdu son brassard et sa place. Il continue à appuyer pour éviter qu'il revienne. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. En fait, c'est le mec qui est déjà à terre et tu lui fous un petit coup sur la gueule. Mais en fait, je comprends pas parce que vous avez. C'est triste, mais ces gens-là ont déjà gagné. Alors certes, il était pas au top du top. Je sais pas, mais je sais pas. Il est sorti du 11. Il gagnera pas parce qu'ils sont. Alors, je vais être très vulgaire. Ils sont complètement cons. Et moi, pour moi, tu auras besoin de lui. Tu auras besoin de lui parce que tu le siffles un mec que tu estimes qui n'a pas été bon. C'est vrai, il a pas fait un bon début de saison. Il a perdu sa place. Il est sorti du 11. Ça suffit. Etc. Mais surtout, tu l'as pris en tête de Turc. Mais tous ses copains à côté. Me dites pas que Schmitt il a fait des aussi belles prestations que lui. Non, je te parle en début de saison. Il est très bien blanc. Je suis d'accord. Toute là que Cassas était au-dessus quand il était là aussi. Du transfert de Cassas. Il est en train de prendre pour tout le monde avec la fameuse. Le fait que Spirin Van den Boomen soit parti, qu'il a été nommé capitaine, alors les gens voulaient pas parce que Nicolas Sen aurait dû être capitaine, mais bon, certains ont sorti des infos qu'il fallait peut-être pas sortir et du coup ça a mis un petit frein au capitana. Petit frein au capitana et lui il est en train de se tout prendre. Mais putain, viens pas au stade pour faire ça. Moi, comme j'ai dit sur Twitter, au pire tu fermes ta gueule, t'applaudis tu dis rien et basta. Il y a des joueurs, des fois on les apprécie pas, on les applaudit pas. Bon bah voilà, ciao. Puis siffle pas tes joueurs. Surtout que là, il y a beaucoup de monde qui a sifflé quand même. À la télé, ça s'entendait très fort. C'est qu'il y a vraiment. Carles, moi j'avais peut-être un petit doute aussi à son annonce au coach, à son annonce du coach. Pour l'instant, non, ça va, non. C'était un peu timide et ça applaudit vaguement. Mais non, mais il y en a qui n'ont pas applaudi. Mais voilà. Oui, mais n'applaudit pas. Après, j'espère que Siro, j'espère que le stadium, quand on va avoir son nom à l'annonce sûrement de la compo, que les gens vont réussir à éteindre ces sifflets, quoi. Mais j'espère que jeudi, on va pas retrouver ce côté, parce que moi, à la télé, ça sera le cas. À la télé, les sifflets, je les ai trouvés très forts. Mais ça sera et pourtant, j'avais les commentaires. J'étais pas en FX comme toi, donc. Tellement pire comme joueur, tellement plus branleur, plus je m'en foutiste. On a eu des mais ils se donnent sur le terrain. Il y en a un, il a dit il y a 5 ou 6 ans, tu mets Siro dans notre milieu, c'était notre milieu de terrain. Mais oui, moi je suis d'accord. On en a qui ont chié sur le club quand même. On a eu des tricheurs. Oui, des gros tricheurs. Ça, pour moi, un mec que tu siffles comme ça, c'est un mec qui a manqué de respect au club, qui a manqué de respect aux supporters, qui mouille pas le maillot. Le mec, il est peut-être limité, mais il fait ce qu'il peut, quoi. Je suis désolé, mais Zachara Boukla, il a beaucoup plus chié sur le club que Vincent Siro. Bien sûr. Et pourtant, il y en a plein qui le machinent. Je dis pas qu'il faut siffler Zach. Non. Pour moi, il faut pas siffler ces joueurs. Il faut siffler personne. Mais Zachara met des buts, du coup, il a le crédit. Et puis, toute relation. Voilà. Mais il fera ses matchs. Il va ce que je souhaite à Siro, c'est un petit but jeudi à la 92e de la tête. Il fera retourner. Je lui souhaite. C'est hypocrite aussi par rapport. On a vu le traitement de Spearings à Lens. Les gens ils s'insurgeaient. C'est exactement la même chose. Mais comment il a été traité? Mais c'est pas possible. Et nous on va faire pareil. Mais tu as fait pareil. Tu fais pareil. Le coup de gueule il est passé. Merci mon cher Clément. Vous avez d'autres flops très rapide. Vous avez d'autres flops ou pas sur ce match? Il y a combien de places qui disait le quiz de la mi-temps? Et ça je l'ai pas vu, je l'ai vu dans tu l'as dit, mais moi du coup j'étais à la télé, donc forcément j'ai rien. Je sais pas s'ils sont courants qu'on n'entend rien depuis les tribunes. Oui, déjà la sonnerie kata. Le seul truc qu'on entend c'est quand ils mettent leur sécanto beaucoup trop fort qu'ils devraient le chanter, et quand ils mettent le Nougaro à la fin alors qu'on est en train de célébrer avec les joueurs. Mais bon après par contre leurs animations on n'entend que dalle. Non, flop. Moi petit flopiné Gelabert. Flopiné défense. Gelabert. Flopiné Gelabert. Ouais. Beaucoup de déchets. Parce que t'es raciste? Non, beaucoup de déchets. Dans un rôle qui était assez particulier. Oui, beaucoup de déchets. Ouais, mais beaucoup de déchets. Sur les 4, c'est lui qui est beau. On n'a pas exploité à fond ses qualités. Je suis sorti du match, tu peux demander à Clément. Je suis sorti du match, je dis à Julien et à Clem, je crois, je dis Jalabert est plus le foot quand même. Ah oui. Mais ce qui est vrai. Mais ouais. Voilà. Il prend des risques. Non, moi j'en ai pas spécialement. Écoutez, tant mieux. En tout cas, le coup de gueule est passé pour Siro. Nous, on lui apporte tout notre soutien. Vincent Siro, on est tout cœur avec lui. C'est capitaine ou pas, on ne sait pas trop. Pour le moment, Nicolas Sen reprend le dessus. Mais il fera taire et j'espère qu'il fera taire tout le monde. C'est pas un crack, c'est pas Zinedine Zidane, mais il fera. On l'a vu cette putain de frappe à 25 mètres de Siro. Il le fera. Le LASK. Il le fera. En parlant du LASK, très belle transition, messieurs. On va enchaîner avec la preview de TFC LASK. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, il y a. Cet après-midi, on a reçu en léger différé Wingate. Lee Wingate, un journaliste du coup
anglais qui vit en Autriche, qui suit la Bundesliga autrichienne. On va écouter la petite preview juste avant. Vous, par rapport à jeudi, très rapidement, en moins d'une minute, là, comment vous sentez ce match, les gars? Moi, j'attends le début de match, voir si tu vas faire le même face à Metz, ça risque de coûter cher. Une bonne entrée en lice, c'est un bon match, c'est ton premier match à la maison en Coupe d'Europe, donc je sais que le stadium sera à la hauteur, qu'on va se régaler, espérons que les joueurs le soient aussi, et s'il vous plaît un jeu offensif, parce que Dalinga il a besoin de ballon dans la surface, je vous en prie. Excité, mais j'ai peur du changement de système. Moi, je suis plutôt optimiste. Je trouve qu'on nous prépare bien avec cette victoire-là. Donc, j'ai bon espoir de faire un gros match. 0-0. Ah, pardon, c'était pas la Non, je pense que ça peut être un match intéressant. Puis la Coupe d'Europe, ça galvanise toujours. Et c'est un peu comme la Coupe de France. Ça veut forcément rien dire, les acquis du championnat. Donc, je pense qu'on peut se sublimer, faire un match potentiellement incroyable. Allez, on repart dans le temps, on repart dans le passé. Il est 15h, nous sommes mardi, nous recevons Lee Wingate. On vous envoie ça, on revient dans un petit quart d'heure pour faire nos pronos de l'émission. Et ensuite, on se quittera pour vous laisser regarder la Champions League tranquille. On est dans l'après-midi, on enregistre en différé parce qu'on a la chance déjà d'avoir un journaliste autrichien qui est avec nous pour nous présenter le LASK. On va recevoir Lee Wingate. Bonjour Lee, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci à vous. Super, merci. Merci beaucoup déjà d'avoir répondu parce que c'était un peu la galère pour trouver quelqu'un qui parle français et on t'a trouvé à toi et on est très heureux. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que les podcasts que tu fais? Oui, bien sûr. Premièrement, merci de m'avoir invité de vous parler. J'espère que vous me comprenez parce que ça fait longtemps depuis que je parle français. Je suis un journaliste et traducteur britannique qui habite à Vienne, en Autriche, depuis 10 ans et qui se spécialise dans le sport. J'ai fondé The Other Bundesliga podcast il y a 5 ans et nous suivons le foot autrichien. Autrement dit, la Bundesliga, la Coupe autrichienne et l'équipe nationale. Et j'ai aussi un autre podcast qui s'appelle The Sweeper et qui se concentre sur les histoires du football mondial qui sont peu connues et qui n'attirent pas l'attention des grands médias. Super, c'est super intéressant. On partagera les liens pour ceux qui sont intéressés. C'est en anglais que tu le fais? Bon, il faudra être anglophone, donc déjà c'est pas pour nous. Mais on essaiera de se faire traduire par les copains. On va passer au match. Donc tous va jouer son second match de poule de Coupe d'Europe contre le LASK, donc une équipe autrichienne habituée à jouer l'Europe ces dernières années, en tout cas plus habituée que nous. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le club de LASK? Oui, bien sûr. Alors LASK, c'est une des 5 plus grandes équipes ici en Autriche maintenant. Tu as dit que LASK est habitué à jouer l'Europe ces dernières années, mais en fait, le club était en 3e division il y a une dizaine d'années. Donc, il y a eu une ascension assez rapide. Le club a été promu en 2014 et puis encore une fois en 2017. Et depuis ce moment-là, LASK est une des meilleures équipes de la Bundesliga. Pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le football autrichien, il y a une équipe qui est totalement dominante, c'est Red Bull Salzburg, le vainqueur de la Ligue dans chacune des 10 dernières années. Mais LASK a été le plus grand challenger entre 2018 et 2021. Plus récemment, Sturm Graz est devenu la deuxième meilleure équipe d'Autriche, mais comme tu as dit au début, LASK a joué l'Europe suivant. Il y a eu un match nul contre Tottenham, quand José Mourinho était l'entraîneur. Il y avait une défaite contre Manchester United à Old Trafford qui n'était pas loin d'être un match nul. Et LASK jouait très bien. Et le dernier match dans le pool contre Liverpool, il y avait aussi une très bonne performance. Donc, c'est un club qui est capable de bons résultats, qui a un très beau stade à Linz, qui est la 3e ville d'Autriche, et qui est assez populaire ici en Autriche. Comment t'expliques cette montée en puissance du LASK? C'est une question difficile. Ça se passe souvent en Autriche qu'un club tombe et puis il y a une ascension rapide comme ça. Je crois que ceux qui sont comment dire, les officiels au club, ils ont trouvé un bon personnel. Donc, je crois que ça, c'est une raison importante. Mais c'est difficile d'expliquer parce que nous avons fondé ce podcast en 2018 et cette ascension est passée avant que nous avons commencé à suivre le foot autrichien. Donc, c'est difficile pour moi de vous donner une bonne réponse.
Par rapport au début de championnat de la Bundesliga autrichienne, comment ça se passe en termes de résultats pour le LASK? Ça pourrait être mieux parce que le problème pour l'ASC en ce moment, c'est la consistance. L'équipe est en troisième position, ce qui n'est pas mal, mais elle a 6 points de moins que Salzbourg et Sturm Graz. Et en ce moment, il y a une grande différence entre l'ASC et ces deux autres équipes. C'était aussi le cas l'année dernière. Je crois que c'est la raison pour cette position en ce moment, c'est un manque de consistance parce que l'ASK est capable de gagner 2 ou 3 matchs et puis il y aura 1 ou 2 résultats qui sont décevants. Comme ce week-end contre Wolfsburg, ils ont perdu encore une fois. À mon avis, en ce moment, l'ASK n'a pas aucune chance de finir en deuxième position parce que comme je dis, il y a une grande différence en ce moment. Mais les joueurs sont capables de réaliser de très bonnes performances dans certains matchs. Le problème, c'est simplement difficile de savoir comment l'ASK va jouer. Est-ce qu'ils vont donner une bonne performance ou encore une mauvaise performance? Il y a une priorité claire qui a été mise par le LASK, championnat ou Coupe d'Europe, ou c'est vraiment les deux au même niveau? Je crois que les deux sont au même niveau. Parce que ces dernières années, peut-être ça aurait été la Coupe d'Europe parce que c'était la première fois depuis beaucoup d'années que l'ASK a joué en Europe. Mais maintenant, après 2 ou 3 ans en Europe, je crois que c'est le même niveau. C'est quoi les points forts de cette équipe du LASK pour ce match de jeudi? Je dirais que le groupe est assez grand en ce moment, donc ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose, mais ça permet de changer les joueurs et de leur donner une pause. Je crois que c'est important quand un club participe à plusieurs tournois dans une saison et joue un match chaque 3 jours. Donc ça, c'est important pour l'entraîneur Thomas Sageder. Lask aime contre-attaquer et j'ai constaté une tendance récemment. L'équipe a obtenu les meilleurs résultats dans les matchs dans lesquels elle a moins de possession parce que ça lui donne l'occasion de contre-attaquer. Il y a beaucoup de créativité, surtout au milieu de terrain. Donc, il y a beaucoup de chances. Mais en même temps, la conversion de ces chances pourrait être meilleure. Nous l'avons vu encore une fois ce week-end contre Wolfsburg. Il y a une grande différence entre XG, expected goals, et les buts qui sont en fait marqués. À ce stade de la saison dernière, LASK avait marqué 19 buts, mais cette année, c'est 12. Donc, on a vu moins de buts cette année. Je crois que ça, c'est le problème principal en ce moment. Une petite contre-attaque, Vincent, ça va être compliqué pour nous jeudi là. Ouais, c'est pas notre point fort non plus, c'est sûr. Plus à la maîtrise que dans la contre-attaque, quoi. On va avoir deux styles qui vont s'opposer jeudi. Ça va être un match intéressant. En tout cas, bon, sa Coupe d'Europe, c'est toujours intéressant. Bon, après les points forts, c'est quoi les points faibles du LASK? Je dirais c'est marquer les buts en fait en ce moment. Ça, c'est le problème principal. Et comme j'ai dit avant, la consistance parce que en ce moment, c'est vraiment difficile de savoir quel LASK qu'on va voir. Est-ce qu'on va voir une équipe qui joue très bien, qui contre-attaque, qui marque les buts, ou une équipe qui joue contre une autre équipe qui est en fait plus faible, mais ils peuvent pas gagner. Donc, c'est la consistance qui est le problème, le plus grand problème, je dirais. Ça me parle, ça aussi, hein. Ouais. On a un peu tous les mêmes problèmes, apparemment. Est-ce qu'il y a un joueur ou plusieurs joueurs à suivre? La semaine dernière, on nous a parlé de Amoura au l'Union Saint-Gilloise et d'ailleurs, quand il est rentré, il nous a fait très mal. Donc, au LASK, c'est quel joueur qu'il faut suivre ou que tu penses qui est en train de se révéler, qui est pas trop mal? Il y a 2 ou 3 joueurs que je pourrais mentionner. J'aime par exemple Florian Flecker qui a marqué un but spectaculaire contre Liverpool. Je ne sais pas si vous avez vu ce but. Oui, oui. J'étais là au stade et c'était vraiment impressionnant. Si les auditeurs n'ont pas vu ce but, je dirais il faut aller sur YouTube après cet entretien pour le voir. Il joue souvent sur la droite et il est aussi une bonne source de créativité. Mais si je ne devais choisir qu'un seul joueur, ce serait Elias Havel. Il est très jeune.
il n'a que 20 ans. Il est venu de Liefering cet été. C'est la deuxième équipe de Salzbourg, en fait. C'est cette équipe où les très jeunes joueurs jouent avant d'être promus au cadre professionnel. Il est très dangereux. Il peut tirer de partout. Il n'a pas peur de courir avec le ballon. Et il a déjà marqué des buts importants. Donc, pour moi, c'est Elias Havel. À surveiller jeudi. Un de plus à cocher. Ouais. Comment est vu le Toulouse Club d'Autriche? Parce que bon, nous, ça fait 14 ans qu'on n'a pas vu l'Europe. On n'est pas non plus un ogre européen. Comment le TEF est vu de là-bas? C'est une question difficile parce que, honnêtement, nous ne connaissons pas trop bien Toulouse. Comme vous avez dit, 14 ans, c'est c'est longtemps, ça Oui. fait longtemps. Mais naturellement, il y a un grand respect pour le club parce que nous savons que Toulouse a été promu l'année dernière, a gagné la Coupe de France pour la première fois dans son histoire. Donc, Deuxième. c'est clairement deuxième. Bon, la première, Ah, c'était en 57. désolé. Non, c'est pas grave. Désolé. Donc, c'est clairement un club qui s'améliore rapidement. Et aussi, il faut dire que la Ligue française est beaucoup plus forte que la Ligue autrichienne. Donc, il faut mentionner. Du point de vue de l'ASC, Liverpool, je crois, allait toujours gagner ce groupe. Le premier match a déjà été perdu. Et puis, je pense que les Autrichiens, les fans de l'ASC, pensent qu'il y aura une lutte pour la deuxième place entre les autres trois équipes. Donc, l'ASC sait que s'il veut progresser, il faut gagner contre Toulouse et contre l'Union Saint-Gilloise. Mais comme j'ai dit, c'est clair que la Ligue française est plus forte. Donc, ça va être un match très difficile, surtout à l'extérieur. Toulouse en France, cette image du club qui ne vit que par les data et qui l'utilise à outrance, est-ce qu'en Autriche, c'est quelque chose qui a été évoqué, le fait que Toulouse soit un club vraiment 100% data, ou c'est pas arrivé jusqu'à vos oreilles? Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, je disais que Toulouse, c'est un club qui vit en France comme utilisant 100% la data. Est-ce qu'en Autriche, cette image donc, de club 100% data est arrivée aussi? Je crois que il y a des équipes comme Red Bull Salzburg, comme Sturm Graz qui ont une approche similaire. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans le football moderne. Mais nous, en Autriche, nous ne savons pas, comme j'ai dit, beaucoup de Toulouse. Donc, cette approche, c'est pas quelque chose que je crois que les journalistes en Autriche, ils n'écrivent pas de ce sujet, en fait. Est-ce que tu seras présent au stade jeudi? Non, je vais aux matchs qui sont ici en Autriche, mais c'est un peu loin pour moi. Donc, je ne serai pas là. Je vais regarder sur la télévision. Je suis très curieux de voir ce qui se passera parce que, comme j'ai dit, l'ASC n'a pas beaucoup de consistance. Donc, c'est difficile de savoir. Peut-être il y aura une victoire pour l'ASC, peut-être une défaite. C'est vraiment impossible de dire ce qui se passera. Si je devais dire, je dirais un match nul. Un match nul. Quoi comme score? 0-0, 1-1, 2-2, 3-3. Je dirais que je crois qu'il y aura des buts. Donc, 1-1, je dirais. 1-1, non. Nous, on préfère gagner quand même. C'est sûr, à la maison, c'est sûr. Mais bon, à ne pas perdre, c'est bien aussi. Ne pas perdre, c'est bien aussi, ouais. Est-ce que vous avez confiance que Toulouse va gagner? Confiance, non, mais disons que le match de ce week-end nous a fait du bien, puisqu'on a gagné 3-0 et que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça, même s'il y avait quand même du déchet aussi. Après, ça reste la Coupe d'Europe, c'est encore tout nouveau pour nous. Nous, l'objectif, il y en a, ils vont te dire c'est la deuxième place. Moi, personnellement, c'est plus la troisième que la deuxième. Si on est deuxième, tant mieux. Mais il faut au moins accrocher la troisième place. Ça serait un échec de finir quatrième. Mais il faut, voilà. Après, c'est quand même compliqué. On a fait un bon match à l'Union. Liverpool, on sait que ça va être très compliqué. Donc, si on doit prendre des points, c'est face à l'ASC et l'Union Saint-Gilloise, ben, comme tu l'as dit pour le LASC. Oui, je crois qu'avec ce système,
où on peut finir en 3e place et puis jouer à la Conference League, ça donne plus... comme tu as dit, c'est un échec si on finit en 4e place, mais la 3e place, c'est une bonne alternative en ce moment, je crois. Pour la grandeur de notre club, pour qu'on puisse continuer à grandir, ça serait bien d'être 3e et de continuer à pousser un petit parcours. Après, si on finit 3e, qu'on se fait taper au premier match, c'est le jeu. Pas d'intérêt non plus, mais c'est le jeu aussi. Oui, c'est le jeu aussi. En tout cas, un grand merci à toi, Guy. Ton français est nickel. Nickel. Franchement, bravo. Parfait. Merci. Je dois dire, j'ai préparé quelques réponses parce que c'est quelque chose de grand pour moi pour parler en français. Mais merci de m'avoir invité. Je dis bonne chance pour le match à jeudi. À jeudi et merci beaucoup. On te souhaite une très belle journée, bonne soirée et un bon match pour jeudi. On est de retour à Radio Occitania, on est plongé dans le temps, on est à la bouillonnante dans le studio de Good Morning Toulouse pour enregistrer cette petite preview avec les Whitgate, voilà, qu'on annonce un peu plus sur le LASK, une équipe qui aime bien jouer le contre, donc on va être jeudi, hein. On verra jeudi ce qui va se passer. Messieurs, le prono de notre invité était le 1 partout. Mon cher Clément, qu'est-ce que tu pronostiques? Moi, je vois un petit 2-1 pour nous. Les buteurs. Les buteurs, Dalingra parce qu'il est chaud et Gélabert. Oh, pas mal. Je vais partir sur un 1-0. 1-0, Sierro, 25 mètres. La frappe, la fameuse. Il persiste et signe. Pas Spiring. Je le souhaite. Non, Sierro. Dédicace à Yves, du coup. Sierro. Et quoi, stade de la tête, non? Sierro. Et pourquoi pas Shaibi aussi? Mais il est pas je comprends pas. Pour moi, Dalinga, et pour ce qu'il a fait sur le match, Donum mérite de marquer. Et sur une passe de Schmitt. Comme ça, la boucle est bouclée et on change. Je voudrais commencer par le prono de l'ami Henri qui vient de se connecter maintenant, juste pour dire 2-0, doublé de Jean-Ro. Donc voilà. Après, il va peut-être commencer. C'est possible. Moi, je vais dire. Il n'est même pas rentré dimanche. Et non, je crois pas. Non, il n'est pas rentré. Ça m'a étonné aussi. Non, je pense qu'il est économisé. Moi, je pense qu'il commence titulaire. J'espère. J'adore ce joueur. Je pense. Et moi, je vais dire but 2. Ouais, alors j'ai pas les buteurs. Honnêtement, je vais pas même pas tenter. J'ai pas les buteurs. Je tenterai juste Magri et Begraoui. Waouh. Peut-être un but de Koulouris. Je te conseille de jouer. Tu vas pouvoir t'acheter une maison. Koulouris sur une passe de Taoui. Excellent. Merci messieurs. Moi, j'ai envie de voir un 1-0 parce que j'ai envie qu'on gagne les 3 points, mais je le sens pas très bien. Ah d'accord. Donc je vais pas dire, je vais y rester sur mon 1-0, mais honnêtement, si je dois mettre des sous, C'est nul. Ah ouais. Ok. Ouais. Moi, je jouerais au moins le 1N quoi. Après, au-delà. Ouais. Donc voilà, mais 1-0 avec un but de Magri, genre une bonne tête travail sur corner là, bam, et on enflamme la tribune et le stadium en tout cas. On a envie de vivre Champ ici. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, ici, on veut vivre un beau match. C'est un match de coupe le premier à la maison. Ça veut balancer du gobelet ici. Ouais, je sais pas si ça balancera là où je serai, mais peut-être. Très rapidement, une question d'Olivier sur Facebook Live sur la composition. Est-ce qu'on parlait de Costa qui sera donc suspendu? Qui pour le remplacer dans l'axe, messieurs? Si tu suis la logique, dans la hiérarchie, c'est Moussa Diarra qui doit prendre le relais. Mais moi, il y a un truc qui me gêne, c'est pas Moussa Diarra, c'est qu'il est gaucher, Nicolas Sène est gaucher. Oui. Est-ce que Carles va vouloir jouer avec 2 gauchers? Je ne sais pas. Donc si tu reprends la logique du gaucher-droitier, Keben doit prendre l'axial droit. Keben qui a été testé sur Lens, ça n'a pas été fameux. Entrée, mais ouais. Ou alors, après, toute l'équipe n'a pas été fameuse à Lens. Oui, bien sûr. Après, il faut essayer. Notre ami Michael Dessler, axial droit, et Kamenzi, mais... Ouais, mais Kamenzi, il n'a pas eu des points. Là, il est même pas rentré face à Lens. Parce qu'il n'y a pas une logique aussi de joueurs Coupe d'Europe et de joueurs championnat, et que Kamenzi ne fait pas partie, parce qu'il a plus joué avec la Coupe d'Europe. Mais c'est là qu'on voit quand même parce que moi, pour moi, Diarra, ça y est, il est plus défenseur central dans l'esprit de Nobel, il est à gauche. Ouais, mais là, je pense que tu auras besoin de lui. Après, tu mets Nicolas Sène axial droit et Diarra axial gauche, pas le mettre en difficulté, et pourquoi pas. À mon avis, ce sera ça. Ce sera un des enjeux du match. On ne voit pas Keben démarrer non plus. C'est compliqué. Ouais, le jeter comme ça, compliqué. Il a été un peu jeté au fur et à mesure. Ouais, mais là, gros match. Là, ça va jouer. Diarra, du coup. Ouais. Clément? Ouais, non, je pense. Ou alors il nous sort une dinguerie, mais Siro, des fois, contrat, histoire de l'achever, tu vois. Non, mais une défense à 3. Tu peux mettre Donum après. Une défense à 3 aussi. Pas sûr qu'on fasse une défense à 3. Non, à mon avis, tu vas rester à 4. Mais je pense. Ça marche bien à 4. Mais... T'as ton animation du milieu qui va changer aussi. Donc t'as plein de paramètres à prendre en compte. J'attends la compo avec impatience. Je pense que Magri débutera. Sur un côté? Ouais.
Ouais, pourquoi pas. Et Reaxé, Gelabert dans le milieu à 3, c'est possible. Je sais pas, avec un Siro Schmidt. En tout cas, c'est bien, on peut pas anticiper, donc on peut dire ça non plus. Exactement. Je sais pas. Avec Magri titulaire, Gelabert. Magri mérite. En tout cas, c'est jeudi, c'est à 21h, c'est au stadium, il va falloir venir, il va falloir se chauffer. Pour ceux qui peuvent pas venir, qui n'ont pas leur sésame, aller au Danu, ils diffuseront le match. En tout cas, je vous conseille d'arriver très tôt parce que 21h, ça va. Ouais. Même si 21h, ça va être blindé. On est d'accord, on rentre toujours que par une porte. Ouais, exactement. Donc venez très tôt. Faites-vous plaisir, chantez, donnez de la voix. Putain, 14 ans qu'on n'a pas vu l'Europe au Stadium, bordel, c'est fou. Va falloir cela donner. Le quiz, messieurs, qui c'est qui l'a préparé? C'est toi? Ouais, mais vite fait, hein, c'est un petit quiz. C'est un petit quizounet? Ouais, un petit quiz. Eh ben allez, c'est parti pour le petit quizounet. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Ouais. On t'écoute? Allez, eh ben c'est parti. On va faire travailler un peu la mémoire aujourd'hui. Donc ça va être ok, professeur Layton, merci. Une petite rapidité là, ça va être le dernier. C'est messieurs, le dernier 3-0 qu'on a eu à la maison en Ligue 1. C'était quand? C'était qui? C'était le dernier 3 buts d'écart, mais j'ai pas le 3-0. Non, le dernier 3-0. Non, 3-1 Rennes. Ah. C'était en Ligue 1. Il va falloir chercher. C'était un dernier que en Ligue 1. C'était le dernier Ligue 1. Marseille. Lyon. Avant la descente? Lyon avec Ben Yedder. Après, c'est cette période-là. Il va falloir trouver. Doublé de Braithwaite. C'est Bordeaux? Non. Non, 3. Un indice chez vous. Non, on a affronté cette équipe il n'y a pas si longtemps. Metz? Oui. C'était Metz, oui. Mais quand? C'était Metz, le 8 novembre 2014. Le dernier 3Z qu'on a mis à la maison, c'était Metz. Lundi, c'était bien chez nous. Voilà. Ouais, on voit qu'il y en a qui ont le cerveau allumé. Du coup, les buteurs, messieurs, on va faire un petit tour de rôle. Allez, on va se faire plaisir. Les petits buteurs. Wissam. Ouais. Martin. Braithwaite. Non. Régatin. Non. 2014. Ouais, 2014, ouais. 2014-2015. Tabanou. Non. Braten. Non. On va dire historique du TEF. Siriex. Ouais, Siriex, ouais. Wow. Il est toujours là, peu importe Siriex. le lieu. Et un qui a marqué l'histoire offensive du TEF. Un grand attaquant. Santander. Par la taille et par le talent. Larsen. Non, il n'y a pas. Non. Boulout. Toivonen. Non, mais creusez bien. Pays de l'Est un peu, là, on est un peu dans le secteur. Pezic. Pezic, ouais. Pezic, voilà un monstre. petit peu Il faut l'avoir là. le dernier 3-0. Ça va étonner de remonter aussi loin, mais ouais, c'était ça. On va faire une rapidité. Donc tout à l'heure, Vincent y a répondu, mais je vais commencer du coup ma question pour Ben. Wow. Donc le dernier, on a un joueur du TFC un ancien joueur. Que Ben qui répond. Et on va commencer par lui après si jamais. Quand il se trompera, tu pourras y aller. Un ancien joueur du TEF qui joue à l'ASC. Oui, Taoui. Ouais, Taoui. Ouais, c'est bon, il a. On lui a dit tout à l'heure. Non, je l'ai lu. C'est moi qui l'ai renseigné. Ouais. Il y en a un deuxième. Qui a joué au TEF, tu veux dire? Ouais. Ah, c'est un Français. Ouais. Bah, un dernier qui a joué au TEF. Attends, j'ai peur de dire une connerie. De quoi? Mais Koulouris, il a joué au TEF. Oui, mais il est plus à l'ASC. Il est Ouais, toujours à l'ASC. Non, il était un dernier. Ah, ok. C'est le seul Taoui qui reste. Coucou. On va faire une petite question géographie. Je sais que vous aimez bien là, la distance à vol d'oiseau entre le stadium et le stade de Linz. 1572 km. Non, 1150. Ouais, et toi? 1152. Non, j'en sais rien. Clément? 1340. 1572. Alors on est à 1120. Donc je crois que c'est Vincent le plus proche. Donc voilà, j'avais dit que c'était un petit quiz fait à l'arrache, mais j'ai une question bonus. Alors contre quelle équipe l'équipe préférée de Ben ne va pas jouer jeudi? L'ASC. Ouais, contre toutes les équipes. Voilà. Allez. Ok, c'est bien. Alors attends, parce qu'on a une question bonus, que maintenant les quiz ça se fait à deux. Et Clément il a des restes de questions. Ouais, j'ai des petits restes de quiz de nationalité qui me restent. Le recyclage. Je l'avais la magnifique. Alors, pour ça. j'espère que je vous l'ai peut-être déjà faite, mais je l'attends quand même, on sait jamais. Est-ce que je vous avais demandé quel joueur norvégien avait porté les couleurs du TEF? Oui. Kamenzi. Ouais. Mais je me souviens plus. Oui, parce que j'avais dit Braten, vous avez foutu de ma gueule. Oui, c'est vrai. Deux joueurs roumains ont porté les couleurs du TEF. Oh putain. Yann Roman. Roman, c'est le premier, bien sûr. Et Dragos, bien joué. Sur les bizarres. On a également eu deux Turcs. Umut Bulut et Kazim. Le grand Kazim. Ils étaient faciles. Et celle-là est un petit peu plus dure. On a eu 8 Serbes. Oh waouh. Allez. Ninkov. Oui, Ninkov. Veskovac. Veskovac, bien sûr. Spajic. Pezic. Ça fait 4. Waouh. Et Birman. Sevic. Sevic, absolument. Il en reste combien? Amulic, il en reste 3, dont 2. Est-ce que tu comptes Amulic? Amulic, il est serbe? Parce qu'il est Pays-Bas. Amulic, je l'ai compté hollandais, moi. Alors, Pavel Fort.
Non. Pavel. Oh, Pavel. Forte, il est pas. Il est tchèque. Je suis pas raciste, hein, mais Il est tchèque. il en reste 3. Bah, il y en a 2, si vous voulez, je vous les file parce que c'est 73-74. Ah ouais, mais tu sais qu'il n'y a pas Fred. Il y a pas Fred. Ouais, c'est bon ça. Attends, on va tenter un Sivic. Ça finit au Modric. Hitch, hein, Ouais, mais, Zozovic. vous pouvez toutes les faire. Hein. Ça va être Suzic. Ah, si, Okukovic. Oui, Pedrag Okukovic, absolument. On a vu la question. Voilà. avec le maillot là. Donc lui c'était le Même, dernier trouvable et les national, autres c'était Oui. Trivic et Vekic. Ah, tu vois, Vous auriez pu les avoir au pif. Hein, mais... Ah putain. Il nous manquait quelques lettres. Suzic, ouais. C'est Fitch. C'est donc ça le racisme. C'est fini Et c'est fini. C'était vraiment des restes. C'était grave chaud. J'étais On va grave en faire chaud. 10 autres. Eh ben, Le queen de la feuille de match est terminé. Oh yeah. messieurs, merci à tous et toutes de nous avoir suivis, messieurs, dames d'ailleurs, sur Twitch, sur Facebook et sur Twitter. Maintenant, on va annoncer le grand gagnant du jeu concours. Écoutez, pour vous dire, j'ai été tiré au sort, donc on a dû refaire plusieurs fois les tirages au sort. Comme quoi, c'est pas truqué, hein. Comme quoi, c'est pas truqué, non. Quel est notre grand gagnant, mon cher Vincent? Eh bien, alors, c'est pas truqué, c'est l'ami Charles qui nous appelle chaque semaine, c'est lui qui a gagné. Bien pour lui. Voilà, donc j'ai fait un message, il n'a pas encore vu, donc si jamais, je pense qu'il écoutera l'émission, c'est pas qu'il n'a pas écouté en direct. Recontacte-nous. Tu as gagné ta place, capitaine. Bravo Charles. Pour être tout à fait honnête, on a fait un tirage au sort de chaque réseau social qui nous a donné 5 finalistes où on a tiré au dé et c'est tombé sur notre ami Charles. Voilà, félicitations. Chapeau à lui. Ouais. Charles. Ouais, top. Hein. Si on peut le voir. Plaisir. Merci Clément la technique. Avec plaisir, messieurs. Merci Nathan. Merci Camille. Merci Ben. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci la vie. Merci la vie. Merci à ma mère de m'avoir donné le monde. Mon Merci à ta père. mère, oui. Foiré. On vous donne rendez-vous jeudi. Venez très tôt au stade. N'hésitez pas à venir nous voir, à discuter avec nous aussi. Ça nous fait toujours plaisir. À passer une N'hésitez certaine heure, pas. des fois on n'est plus en état, mais bon, ça c'est notre histoire. Et on vous fait de gros bisous. On aura Vous êtes tout une du monde dans toutes les tribunes. très très belle soirée. Venez donner de la voix pour jeudi. Ciao ciao. Rendez-vous vendredi dès 20h sur Radio Extania. Ciao. À jeudi.